Et moi, j'étais dans la partie avec 3 autres personnes, acquisition client sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, on était chargé de faire du recrutement de nouvelles adresses mail. Et ensuite, ces adresses mail, elles rentraient dans un tunnel de conversion pendant 40 jours. Donc, durant lesquels ils allaient recevoir des séquences mail qui étaient préécrites, A/B testées pendant des dizaines et des dizaines de cycles. Et toutes ces itérations permettaient en fait d'avoir des résultats de malade. Et j'en prends exemple. Une fois, on avait fait un lancement sur un produit immobilier qui valait 2000 balles. On lance la séquence, 2 millions en 2 jours. Comment ils avaient fait ça? Parce que ça servira aux gens qui nous écoutent, c'est... Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Makers. Aujourd'hui, on reçoit Anthony Gonnet Vandeporte. J'ai remarqué à ma droite pour être sûr de le dire bien. Avant tout, j'oublie quand même souvent, mais abonnez-vous parce que voilà, si vous abonnez pas, la chaîne elle fonctionne pas. Donc abonnez-vous. Et à part ça, bienvenue à toi, Anthony. Ça me fait plaisir de t'avoir, sachant qu'on a bien galéré avant de pouvoir s'appeler. Merci encore pour l'invitation. Ça va très très bien. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges pour essayer de savoir au téléphone, mais on a 2 calendriers bien remplis. Donc voilà, bien content qu'on ait réussi à faire quelque chose maintenant. Ouais, pareil, content de t'avoir. Et du coup, je te laisse te présenter si tu y arrives, parce que c'est vrai que c'est complexe de suivre tout ce que tu fais. Ouais, alors, je vais résumer très simple. C'est en gros, je suis entrepreneur dans la tech avec plusieurs sociétés qui sont dans ces domaines-là. Vu que c'était un peu compliqué, j'en ai fait un site internet où j'ai tout regroupé. Ça s'appelle anthonygonnet.com et il y a une rubrique qui s'appelle expérience et dedans les gens peuvent tout revoir. Tu vois. Donc comme ça ils ont une vue complète. Mais principalement en ce moment on fait de l'accompagnement, de la formation et de l'intégration pour les entreprises et les entrepreneurs de nouvelles technologies dans leurs activités. Par exemple, toi tu fais de la création de contenu sur sur Twitter, et on va regarder comment on peut faire pour automatiser tout ça et que on crée un modèle d'intelligence artificielle basé sur tes propres façons de communiquer qui va te générer une quantité astronomique de tweets qui te ressemblent basés sur des tonnes de volume d'informations. Tu vois. Ça, c'est un des éléments dans tout ce qui est possible de faire. Okay. Et puis plus récemment, après, on a aussi No Limit, qui est l'entreprise qui fait de la formation pour les particuliers, où dedans il y a une communauté avec beaucoup de personnes très intéressantes, dont des scientifiques, des mecs du CERN, des gens de chez Rolex, des gens de chez Airbus, Ethereum aussi, plein de monde de plein d'endroits, qui échangent entre eux, qui forment un peu des groupes de travail et qui sont des personnes qui en ont eu marre d'une certaine façon du système entreprise habituel où les gens sont pas considérés et qui cherchent tous à se lancer sur des business en ligne. Et là-dessus, on les aide, on les guide et on leur permet de se développer. Ok, très clair. Écoute, ça c'est ton CV actuel, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir du début. Qu'est-ce qui s'est passé tout au début et pourquoi tu as commencé à bosser en ligne? Ouais, en fait, moi, ça fait 10 ans que je fais ça et 5 ans que je fais ça de manière professionnelle. Au début, j'ai commencé parce que j'avais des mecs qui faisaient des blogs sur WordPress et qui me demandaient des infos au niveau algorithme sur Google, puis sur YouTube, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais déjà un petit peu dans cette tendance-là d'être en avance sur le fonctionnement des algos et comment ça marche, etc. Et eux étaient complètement largués par rapport à ça. Ils faisaient de la création de contenu, mais tu vois, sur le SEO, quand tu remontes à 10 ans, donc il n'y avait pas Pingu, puis toutes les autres mises à jour qu'on a pu connaître ensuite, ils savaient pas comment ça fonctionnait. Donc ils faisaient du contenu pour faire du contenu, mais il n'y avait pas de balises, il n'y avait pas de piliers dans ton site, etc. Et donc moi j'ai commencé ici à travailler avec plusieurs entrepreneurs pour pouvoir faire des blogs qui ramenaient du trafic, et sur YouTube à créer des contenus aussi qui permettent de répondre à des résultats de recherche. Quand YouTube est arrivé en France avec le système de SEO par rapport aux vidéos. Ensuite, en France, j'avais commencé de faire des systèmes aussi de scrapping qui récupéraient les cours en ligne pour ensuite faire des grosses formations qu'on commercialisait peut-être 9 balles par mois, si tu veux. Mais c'était vraiment le démarrage. Hein. On commercialisait tout ce qui pouvait
sur Internet qui était gratuit, on le reprenait, on le regroupait, on relisait tout, on vérifiait que ça fonctionnait bien et que tout était OK. Et on faisait des gros tutoriels qui te permettaient de lancer un site Internet, de lancer un blog, de faire des chaînes YouTube, etc. C'était des formations, mais à l'écrit. Un peu un ancêtre très 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 lointain d'Udemy, mais version papier, enfin écrit. Donc il y a eu ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai déménagé en Suisse pour travailler dans un très gros groupe qui fait du copywriting à l'international, qui fait 3,2 milliards de chiffre d'affaires. Et je suis resté 1 an là-bas pour découvrir un peu vraiment le business de l'email marketing, qui est tout simplement sous-coté, même encore aujourd'hui. Hein. Les gens n'imaginent pas l'argent qu'il y a en jeu dans l'email marketing. Et après, j'ai découvert aussi des petits trucs qui étaient pas très très beaux. Et en découvrant ça, j'ai été sorti de cette boîte pour ces raisons. Et ensuite, j'ai eu la chance de voir l'évolution des crypto-monnaies sur mon portefeuille parce que j'en avais acquis il y a quelques années en arrière. Et après, j'ai monté mes structures en Suisse. Voilà. Okay, donc, simplifié. Ouais, donc, ouais, si je suis un peu, c'est copywriting, email marketing, crypto, pas mal de choses. C'est quoi ta formation de base? Qu'est-ce que tu as appris à l'école pour... J'ai une équivalence ingénierie en sciences numériques. Le principe, c'est mon domaine d'exploration, c'est l'innovation et les sciences numériques. Et les sciences numériques, ça englobe l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie, la blockchain, la robotique, la domotique, etc. Tout ce qui a un rapport de près ou de loin à la tech et à son fonctionnement. Et derrière, soit j'échange avec des experts pour pouvoir me mettre à niveau, soit aussi avec des scientifiques pour notamment traiter des abstracts. Donc c'est des éléments de recherche qui sont issus, je sais pas moi, de papiers scientifiques internationaux. Et derrière, on les lit, on regarde avec les scientifiques vers quoi on tend. Et une fois qu'on a un peu une tendance, je le présente à ma communauté pour leur permettre de préparer le terrain avant que ça arrive. Tu vois, sur l'immobilier tokenisé, on avait quelqu'un chez nous qui en avait déjà parlé il y a au moins 5 ans, qui disait que ça va aller commencer d'arriver, donc ce qui fait qu'on avait déjà partagé ça. Et encore plus récemment, tout ce qui est lié au biohacking, je pense que tu connais de nom Brian Johnson. C'est un gars qui veut ralentir sa durée, qui veut ralentir. Ouais. Ouais. J'ai vu un petit reportage sur lui la dernière fois. Ouais. Voilà. Bah, tu vois, par exemple, dans une des équipes qui le suit quotidiennement, on a eu l'occasion de travailler aussi avec une des personnalités scientifiques qui l'accompagne et de parler de biohacking, mais il y a déjà 3-4 ans, sur l'enregistrement de ses données personnelles, etc., pour pouvoir être réexploité plus tard dans le temps et augmenter ta durée de vie. Donc, parce que structuré, enfin, comme t'es structuré, surtout toi qui vis un peu dans le bonheur et tout à Bali avec un paysage de vacances tous les jours, t'as plus de chances de vivre jusqu'à 60, 70, enfin 70 ans, 80 ans en bonne santé, plutôt que quelqu'un qui vit à Paris, qui malheureusement n'est pas dans une sphère entrepreneuriale très sympa et qui va naturellement vieillir plus vite. Tu vois, donc ça fait qu'on discutait avec cette personne-là. Et voilà. Bah, merci pour ça. C'est une bonne nouvelle pour moi déjà. Ouais. Alors par contre, toi, le seul problème que tu peux avoir côté Bali, c'est cancer. Cancer lié au microplastique, parce que ça reste quand même un paysage qui est assez proche du 7e continent. C'est la grosse plateforme de plastique et tout ça. Mais bon, ça après, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, c'est juste du cancer. Et allez, petite question quand même, parce que je suis assez égoïste et j'ai envie de savoir comment je fais pour éviter ça ici. Éviter le poisson ou autre chose? Alors ouais, déjà il y a le poisson, parce que les microplastiques, forcément, ils se logent en premier dans les animaux qui vivent dans cet environnement. Et ensuite, sur tout ça, bah, il faut le reste avoir une alimentation qui est quand même bonne. Et après, limiter évidemment tout ce qui augmente la probabilité de développer quelque chose. Donc la cigarette, le stress. Le stress ne fait pas trop de problème. Mais voilà. Et si tu Arrêtez veux de fumer vraiment en janvier. Donc tout va arrêter bien. de fumer en janvier, Ouais.
Bah là, il te faut 3 à 5 ans pour arriver à récupérer vraiment un Ouais, peu moins, mais on a regardé les calendriers un peu, de savoir. C'est c'est pas très positif quand tu lui dis, tu sais, le calendrier, enfin, je veux dire, les étapes, la frise chronologique, on va dire, après que tu arrêtes de fumer. Parce que tu es là, ok, les premiers jours, tu as des trucs cool, et après, tu regardes, et c'est genre, dans 20 ans, ton cœur est vraiment, tu vas revenir à la normale, etc. Mais bon, de toute façon, ouais, dès mais que tu arrêtes, c'est que du positif. c'est bien de faire le premier pas. Et puis, tu vois, je te parlais de la communauté que j'ai au début. Dans la commu, là, j'ai la chance d'avoir, et ça sera peut-être posté pendant ou après ce podcast, je sais pas quand ça va tomber, mais j'ai la chance d'avoir donc des scientifiques, et il y en a une particulièrement qui travaille dans l'état de veau pour pas trop lui poser de problème, parce qu'on a fait une interview en message masqué, enfin en message masqué, en Visage visage caché, masqué. en visage masqué, parce qu'en fait, ils ont découvert sur un stade expérimental des moyens pour avoir des cancers stade 4 qui sont avec des rémissions de 100%. Donc ils ont eu une dizaine de personnes qui sont entrées dans leur centre, sur lequel ils ont pu tester leur dernière innovation. Et ça montre encore une fois que c'est que des choses qui se font en Suisse ou dans les pays un peu qui sont pas ponctionnés avec des gros systèmes qui payent tout à ta place. Oui, c'est cher, mais en fait, ça te permet d'avoir des nouvelles technologies qui te soignent. Et là, sur une certaine catégorie de personnes, ils ont développé des systèmes qui te permettent d'avoir un cancer qui, potentiellement, sur le cancer du poumon, foie et le troisième, j'ai perdu le nom, qui te permet d'avoir des rémissions de 100%. Et ça, c'est des gens avec qui tu peux discuter dans la commune, tu vois. Des trucs de fou. Magnifique. Déjà, tu me fais voyager parce que, comme je te disais, moi, je viens d'à côté de la Suisse. Je suis né à Ouais. côté de la Suisse. Et quand tu parles du canton de Vaud, ça régale. Ça régale. Mais tu faisais les Euh, allers-retours tous les jours? hein? Tu faisais les allers-retours tous les jours? Pour aller en Suisse? Ouais, enfin, je sais pas, tu pouvais peut-être travailler en Suisse ou... Non, j'ai bossé. Alors, j'ai bossé, ouais, il faut le dire quand même. J'ai bossé quand j'étais gamin, on va dire juste avant mes 18 ans et un peu après, tu sais, les étés pour gagner de l'argent. Et en fait, ce qui régale quand tu habites à la frontière, c'est que tu vas bosser en Suisse. Il faut savoir que tu es payé minimum 2800 francs, 2800, 3000 francs, ce qui minimum. équivaut, aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, je sais pas, ça faisait, si je dis pas de bêtises, 2300 euros, quelque chose comme ça, sachant que tu as zéro diplôme. Ça veut dire que j'allais travailler dans des chantiers en Suisse et en un mois, je me suis payé ma voiture pour mes 18 ans, tu vois. Et ça, c'était un régal. Mais non, après, j'ai jamais vraiment bossé en Suisse. Je suis vite parti pour les études Lyon, Paris, etc. Mais la Suisse, c'est un très beau pays. Bah, sur la Je fais... rémunération, tu peux très vite te faire plaisir, parce que moi, quand je suis arrivé au tout début ici, je crois que j'étais entre 4003 et 5007, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, Et encore, enfin, ouais, bref, c'est vraiment les salaires sont astronomiques. Après, il faut savoir que tu vois, si tu habites à Genève, les loyers sont astronomiques également. Tu vois, la vie coûte quand même plus cher. Mais ça reste quand même pas mal si tu veux bosser quelques années, mettre de côté. Et puis surtout, comme tu le dis, tu vois, il y a énormément de choses qui se passent en Suisse, notamment le CERN. C'est des trucs, je sais même pas si beaucoup de personnes sont au courant de ce qui se passe là-bas, mais à partir du moment, enfin tu le sais aussi bien que moi, mais sur Internet, c'est pour ça que j'attire pas forcément beaucoup de gens chez nous en clients, c'est que à partir du moment où ça devient un poil complexe, ou qu'il y a des mots qui sont trop compliqués parce que ça parle pas assez aux gens, on a tendance à pas forcément y mettre d'intérêt, alors que si on dit très facilement gagner 15 000 euros par mois en faisant X avec Y, là ça parle très vite. Mais si tu leur dis euh, développer un cadre de vie qui vous permettra de vivre 100 ans, bon bah là ça passe pour du mythomane, mais foncièrement, et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Stanford qui dit l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Stanford ou le MIT, tu vois. Mais c'est plein de j'ai- choses comme ça qui sont intéressantes, mais que personne veut mettre d'intérêt là-dedans parce que c'est trop compliqué. ouais, ça paraît improbable. Tu vois, je voyais, c'est quoi? C'est Brian Johnson, tu dis? Ouais, Brian Johnson, exact. En gros, j'ai regardé. Alors, je sais plus si c'était un documentaire ou une petite vidéo qui était assez courte. Et en gros, j'ai lu les commentaires dessous.
Et c'est hallucinant à quel point, tu sais, je trouve que c'est magnifique quand même. Un gars, il dévoue sa vie pour ça. Il met sa vie de côté un peu pour ça, tu vois, pour essayer de prolonger sa vie. Et tu vois les commentaires, et c'est en mode pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça si c'est pour vivre plus longtemps et passer tes journées dans une cage. Et c'est vrai que c'est compliqué parfois de passer un message mainstream, tu vois, pour le monde entier, en gros, de passer un message aussi complexe. Parce que c'est difficile, il faut être un peu ouvert d'esprit aussi pour comprendre. Bah, tu passes pour un Sylvain Durif. Je sais pas si t'as la ref, mais t'es un peu le Sylvain Durif de l'extension de la vie, alors qu'en fait, le projet il est extrêmement beau parce que ça signifie que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, elles ont des probabilités. Donc je dis bien probabilité parce que c'est pas sûr à 100%, mais des probabilités d'augmenter vraiment leur durée de vie dans le temps, juste parce que une personne a testé des choses sur lui. Donc le projet s'appelle Blueprint pour ceux qui voudront regarder sur internet. Et en testant tous ces éléments-là, il est capable de dire, ben voilà, telle vitamine sur mon corps pendant 10 ans, ça a donné tel résultat, et ça a permis de réduire telle chose que j'avais besoin avant. Et de vivre comme étant une expérience, je trouve ça absolument passionnant, mais ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Même au niveau religieux, tu vois, au niveau religieux, de dire, ben on va repousser les frontières de la mort. Tu dis ça à quelqu'un qui est musulman, catholique, juif, etc., ou n'importe quelle confession, il va te dire ouais, d'accord. Et c'est pas mal. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, tu vois. Non, c'est clair. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Et du coup, bon, tu t'es présenté. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de te poser des questions. Mais on va commencer sur des sujets simples et qui parleront Ouais, à tout le monde. Copywriting. Tu as bossé pour une grosse boîte là-dedans. Tu faisais quoi? Est-ce que tu créais des pages de vente pour eux? Ou c'était plus email marketing tout le temps? Dans l'entreprise où j'étais, c'est une entreprise qui donc il y avait plusieurs segments. Il y avait une partie déjà qui faisait de l'acquisition client sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que si on voyait qu'il y avait une nouvelle régie publicitaire qui était ouverte, on distribuait massivement de la publicité là-dessus. Exemple, on passait peut-être 1.2 à 1.2 à 2.3 millions de publicités par mois à l'échelle du groupe. Donc il faut se rendre compte, tu vois, par exemple, je crois que Yomi Denzel dans le Make Money, il dépense 300 à 500 K mensuels, quelque chose comme ça, ou quand il fait des webinaires. Donc autant te dire qu'en termes de couverture, c'était vraiment massif. Et moi, j'étais dans la partie avec 3 autres personnes, acquisition client sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc on était chargé de faire du recrutement de nouvelles adresses mail, et ensuite ces adresses mail, elles rentraient dans un tunnel de conversion pendant 40 jours, donc durant lesquels ils allaient recevoir des séquences mail qui étaient préécrites, A/B testées pendant des dizaines et des dizaines de cycles. Et toutes ces itérations permettaient en fait d'avoir des résultats de malade. Et j'en prends exemple. Une fois, on avait fait un lancement sur un produit immobilier qui valait 2000 balles. En 2 jours, j'étais assis et j'arrive au bureau. On sait que la séquence mail se lance le lendemain. On lance la séquence, 2 millions en 2 jours. Incroyable. Et ça, c'est des chiffres que je pense dans ma vie, je reverrai pas avant un petit moment. Mais j'étais vraiment surpris. Et comment ils avaient fait ça? Parce que ça servira aux gens qui nous écoutent. C'est pendant 45 jours, ils ont chauffé l'audience à grands coups de je suis telle personne et voici mon histoire d'une certaine façon. Et je crois qu'ils lui racontaient comment ils avaient eu la possibilité d'acheter un bien immobilier en se faisant financer 100% par la banque sans avoir d'apport. Et du coup, il raconte son histoire pendant 45 jours. Et à la fin des 45 jours, pendant 3 jours seulement, il propose le produit à 2000 balles. Mais l'audience, elle a tellement été chauffée, l'écrémage a tellement été fait que forcément, c'était un banger quand ça a été lancé. Tu vois. Quand tu dis 45 jours, c'était tous les jours un email? Ouais, alors il devait y avoir réparti sur 45 jours, il devait y avoir 2 emails par semaine. Et plus on s'approchait du lancement, plus ça devenait intensif. On était jusqu'à 4 emails par jour. Ok, donc comme
De la même façon dont tu chaufferais une adresse email, c'est-à-dire tu commences par envoyer quelques emails au début, et plus ça avance, plus tu t'envoies d'emails, comme le fait Lemwarm pour chauffer ton adresse email. Tu fais la même chose pour un prospect. C'est-à-dire que tu commences à un email par jour, 2 emails par jour, pour terminer par semaine, pour terminer à 4 emails par semaine ou quelque chose comme ça. Et les 3 derniers jours, 3 emails. Si tu veux, là-dessus, j'avais commencé d'écrire un livre qui s'appelait L'email qui valait 1 million, l'homme qui valait 1 million, pour raconter un petit peu l'histoire de cette séquence mail que j'avais vue et que je me suis dit c'est pas possible que ça fasse autant d'argent. Et en fait, la structure, je me rappelle dans les grandes lignes comme elle était à l'époque, donc ça date d'il y a 3-4 ans, 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça peut fonctionner encore, hein, parce que il faut juste le retravailler. C'était première séquence mail, un mail de coucou, bienvenue, je suis X, je fais Y. Ensuite, deuxième mail, c'était de la valeur pendant 2 semaines. Et ensuite, on commençait à passer à 3-4 emails par semaine. Et puis, dans la phase de lancement, il y avait un mail le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y avait 5 mails. Et quand on arrivait à la campagne qui se lançait le week-end, là, on arrivait à, sur 3 jours, 2 emails par jour pour dire ça arrive samedi et ça va tout cartonner. Préparez vos cartes bleues. Et ça arrivait à chaque fois fin du mois, début du mois. Pourquoi? Pour être sûr et certain que les portefeuilles des prospects soient pleins. C'est malin ça. Et du coup, est-ce qu'il y avait un webinar à la fin ou c'était vraiment que du mail? Il y avait zéro webinar, vraiment zéro webinar, que par mail. Donc c'est pour ça que moi j'étais vraiment hyper surpris des résultats. Je ne pensais pas que c'était faisable et que ça allait vraiment de manière contre-intuitive par rapport à tout ce qu'on avait appris. Où dès que ça dépasse certaines sommes, il te faut un webinar pour pouvoir pousser ton offre avec un closer, etc. Ils ont vendu un truc à 2000 balles sans jamais avoir recours à quoi que ce soit en closer. Et ça a marché. La moyenne d'âge, parce que ce sera quelque chose qui sera demandé en commentaire, elle était entre 40 et 60 ans, je crois. 40 et 60 ans. Et tu avais combien de prospects dedans? Il y avait... Tu as 1000 personnes qui ont acheté, on est d'accord? Ouais, à peu près quelque chose comme ça. 1000... Ouais, peut-être entre 900 et 1100, parce qu'en fait, il y a eu des remboursements entre-temps, mais moi, je me suis fait lourder dans la même période, tu vois, donc... Okay. Je sais pas combien il y a eu de remboursements, si sur ces 2 millions c'est resté, mais en tout cas, le jour du lancement, sur les 2 jours, ça avait fait 2 millions. Et tu me disais combien de personnes à peu près dans la liste email? Il y avait... Attends, je récupère le bouquin. Ah oui, voilà. Donc il y avait 360 000 personnes, double opt-in. Donc je pense que ça parle à tout le monde. Donc 360 000 personnes double opt-in, 1,5 million simple opt-in et 21 000 clients. Quand tu dis le double opt-in, qu'on soit clair, c'est qu'en gros l'adresse est validée? Ouais, parce qu'en fait il y avait le avant-après RGPD et l'entreprise en question, elle était connue pour faire des carabistouilles sur Internet. C'est pour ça que je mentionne pas, parce qu'en fait je veux pas donner du crédit à ça. Je veux juste expliquer factuellement ce qui s'est passé au niveau des résultats. C'est que simple opt-in, c'est des bases mail qui ont été récupérées sur des prospects qu'on appelle correg, des co-registrations issues de comment ça s'appelle quand tu fais signer des papiers à plein de gens, tu fais une pétition sur de la pétition en ligne. Donc les gens ils rentraient simplement leur adresse mail, mais ils validaient pas une petite coche qui disait que tu pouvais leur envoyer des emails. Ok. Et ça c'était fait avant le RGPD et c'était quand même retravaillé dans le temps. Ensuite, la catégorie de personnes, les 360 000 c'était double opt-in et ils avaient validé le fait qu'ils pouvaient être contactés de manière commerciale. Et ensuite, les 20 000 personnes, donc c'est sur cette typologie de personnes que l'offre a été shootée, des personnes qui étaient déjà clientes. Voilà, c'est ça. Des personnes qui étaient déjà clientes et qui avaient déjà acheté au moins un produit à 19 € minimum dans l'entreprise par abonnement. Donc ça fait quand même un joli retour, tu vois. Ouais.
Non, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi que l'emailing, c'est vraiment sous-coté dans le sens où, tu vois, moi, j'en ai parlé dans un thread il y a pas longtemps, mais si tu veux, moi, j'ai vendu ma formation. À la base, c'était télécharge les books gratuits. Il me semble qu'il y avait une page d'upsell, ou je sais même pas, où il me semble que c'était juste dans l'ebook. En gros, voilà, maintenant, tu peux rejoindre la formation. Et en fait, j'ai mis en place un emailing de 7 jours en evergreen, c'est-à-dire avec deadline funnel, qui fait Ouais. qu'une personne qui rentre dedans, elle a 7 jours avec un chrono qui est réel. Et une fois les 7 jours passés, la réduction est terminée. Et s'ils veulent aller sur la page de vente, le checkout, ils sont redirigés vers une autre page. Dommage, c'est fini. Et ça, c'est vrai. Il y a pas, c'est pas un faux chronomètre, etc. J'ai mis ça en Ouais. place. Mes revenus, ils sont passés de montagne russe à un revenu stable parce que je publiais toujours autant de contenu, j'avais toujours autant de prospects qui venaient dans le funnel evergreen et du coup, c'était ultra stable. Et ça a fait une différence énorme et je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui se rendent compte de ça. Ouais, Et parce qu'en fait, vas-y, j'allais te couper, excuse-moi. non, vas-y, continue. Je te poserai la question après. Bah, en fait, c'est vrai que les revenus sont souvent en dents de scie et chaque personne qui fait du business en ligne sur Internet a du mal à stabiliser ses revenus parce que offre et plus d'offres, offre, plus d'offres, offre, plus d'offres. Et le problème, c'est que dans le temps, l'audience, elle est habituée à avoir de l'offre et finalement, ce que tu commercialises perd en valeur. Alors que si tu arrives et que dans ton tunnel, tu fais bien de le mentionner, c'est de mettre vraiment quelque chose qui est fini en termes d'heures et qu'on n'est pas sur un tunnel de vente et, comme d'habitude où on te dit que ça va être terminé et qu'en fait le tunnel c'est le même pour tout le monde, peu importe le moment où tu consultes l'URL. Mhm. Déjà dans la tête des gens, c'est que tu es un homme de parole. Et ça, c'est hyper important parce que des gens qui ont raconté plein de grosses cochonneries pendant des années, il y en a des dizaines, il y a des dizaines de milliers dans le business en ligne. Pourquoi? Parce que ça continue de marcher sur les plus crédules, mais aussi parce que ça ramène des quantités d'argent phénoménales. Et quand tu fais un système qui est bien optimisé, bah, tu as un revenu qui, au lieu de faire de la dent de scie, tu as des toutes petites vagues comme ça, mais qui, de toute façon, continuent de grimper. Donc, je suis pas forcément surpris et c'est l'une des meilleures choses à faire. Ouais, et Avec une... en plus de ça, je trouve ce qui est cool, c'est que tu es moins cheap. Dans le sens où si tu fais pas ça, tu dois faire des promos continuellement. Sans Ouais. promo ou sans scarcity, c'est-à-dire voilà, ouvert pendant 3 jours, ou alors je rouvre pendant 2 semaines, ou je fais une promo pendant 4 jours, c'est la fête des pères, promo, etc. En fait, tout le monde va toujours attendre une promo. Et ça fait que tu vas attirer un type de client qui est différent d'une personne qui rentre dans un tunnel de vente et qui dit ah ok bah je vais le prendre parce qu'il y a une promo maintenant et du coup tu fais beaucoup moins cheap aux yeux des gens parce que c'est pas sur ton compte, tu vois, c'est pas sur mon compte Twitter où je dis il y a une promo tous les jours, mais c'est Bah en oui. back-end, c'est vraiment caché où voilà, si tu télécharges le e-book aujourd'hui, tu auras 40% de réduction et c'est toujours comme ça. Et en gros, ça fait que tu te sens beaucoup mieux à moins faire de promo tout simplement. Il y a un truc aussi qui marche très bien pour les personnes qui ont de l'abonnement. Alors, je peux pas donner mon exemple, mais je vais donner l'exemple de quelqu'un qu'on a accompagné qui fait de la vente de cookies. Un truc qui a rien à voir. C'est un gars, il est brillant, il est à Genève, il a fait l'incroyable pâtissier sur M6. Mhm. Et ce gars-là, il vend des cookies sur les marchés. Donc sur les marchés, c'est aussi à l'EPFL ou dans les écoles de commerce. Et en fait, il dit, bah j'en ai marre parce que j'ai des revenus en dents de scie. Je lui dis, bah pas de souci, explique-nous ton business. Donc il vend des cookies, mais le problème c'est que ça fait comme ça. Et il me dit, bah j'ai mis des nouveaux paniers. Donc j'ai mis des nouveaux menus où maintenant tu as une boisson et puis tu as, je sais pas, des friandises à côté. Parfait. Euh, le lobby du sucre s'en porte bien. Et ensuite, on lui a dit, écoute, bah, mets un abonnement à 4 balles par mois. OK? Et dans cet abonnement-là, ce que tu fais, c'est que tu vas aller offrir une boîte de cookies pour pouvoir stocker les cookies. Et cette boîte, tu peux la faire envoyer aux gens à chaque fois en leur laissant une sorte de comment ça s'appelle quand tu fais un dépôt de garantie, une sorte de dépôt de garantie, tu leur fais déposer 15 balles ou 30 balles en dépôt de garantie pour payer la boîte et ensuite le jour où ils veulent arrêter leur abonnement, ils doivent rendre la boîte. Ce qui fait que étant donné que psychologiquement s'ils arrêtent leur abonnement, ils doivent rendre la boîte, mais que la boîte elle a été conçue pour être très jolie, son taux de churn, il est passé de 25% à 6%.
Donc pour ceux qui connaissent pas, le churn, c'est le taux d'arrêt d'abonnement en fait, et un game changer. Et ce qui fait que maintenant, en plus, les gens continuent de payer 4 euros par mois pour avoir accès à 2 cookies par marché, donc ils passent 2 fois par semaine. Ils passent 2 fois toutes les 2 semaines. Et il est très rentable parce qu'en fait, ça fait 2 cookies à chaque fois, mais quand on regarde le coût de fabrication, ça vaut vraiment le coup, tu vois. Magnifique. Magnifique. C'est quelque chose, tu vois. J'avais pas du tout le regard là-dessus parce que comme tu sais, moi, je faisais du SEO, de l'édition de site et les produits m'appartenaient jamais. Et quand tu commences à avoir un produit qui t'appartient, il faut te poser la question de comment je garde mes clients, comment faire pour faire plus de ventes, comment faire pour stabiliser mes ventes. Et c'est très, très intéressant. Et pour moi, l'emailing, c'est une des meilleures choses. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à l'emailing. Ouais. Tout le monde parle de newsletter. Donc, tu as une newsletter qui arrive toutes les semaines, on va dire tous les lundis. Tu vas parler d'histoire, tu vas parler, voilà, c'est toujours du storytelling. Apparemment, c'est ce qui marche le mieux dans un email. Est-ce que pour toi, ça vaut plus le coup d'avoir un email par semaine ou alors de faire rentrer toutes les personnes qui viennent dans ta newsletter sur une séquence de newsletter qui repart de zéro? Parce que ça, c'est une question que je me posais ces derniers jours. Est-ce que c'est mieux qu'à chaque fois qu'ils arrivent, tu as une séquence qui peut même venir toutes les semaines, tu vois, mais comme tu disais, sur pas 45 jours, mais sur beaucoup plus de temps où ils partent toujours du même email. Et comme ça, tu as une espèce de story, un fil conducteur qui amène à acheter ton produit. Ah ouais, je vois. Hyper smart comme question. Moi, je te partage. Tu vois qui c'est, Cyril Web de Fou, juste pour lui donner du crédit aussi là-dessus. Non, mais je vais regarder. Ouais, Cyril Web de Fou, c'est un des gars qui est dans le business en ligne aussi, comme moi depuis très très longtemps. Et lui, tu vois, il fait 4 millions de clics par mois sur de l'email marketing. Donc là-dessus, il est indéboulonnable. Ça fait des années qu'il est là et il sera encore là longtemps. Et j'avais eu des discussions avec lui sur ce genre de questions, plus moi ce que j'avais fait quand j'étais dans le groupe dans lequel j'étais. Ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionne en tout cas toujours pour le moment, c'est le mail de bienvenue qui arrive peut-être dans les 30 à 1 heure après que la personne se soit inscrite sur ta base mail. Pourquoi je dis 30 minutes à 1 heure? Il peut arriver encore plus tôt, mais c'est juste que il faut vous mettre à la place du prospect quand il arrive et qu'il reçoit déjà 15 mails, le mail d'ouverture de son produit qui est en automatique via Zapier, le mail de message comme quoi il est bien inscrit à la newsletter, plus le mail de présentation de qui vous êtes. Le mec, il pète un câble. Donc, laissez les choses se faire naturellement avec un mail qui arrive dans les 30 minutes à 1 heure. Au moins, il le consultera. Le mail de bienvenue immanquable. Et ensuite, une séquence mail evergreen qui va prendre peut-être 3 à 4 mails de qui vous êtes, ce que vous faites. C'est dans la phase de on construit la confiance. Parce que en fonction de la personne, elle ne vous connaît pas. Parce qu'en fonction de la personne, elle ne vous connaît pas. Et ce que vous pouvez faire et qu'on a vu qui observait des excellents résultats, c'est de mettre un GIF de présentation avec un outil qui s'appelle Tela TV. Tela, c'est T-E-2-L-A.tv. Ok. Et en fait, ça vous permet d'enregistrer une vidéo face à l'écran avec une sorte de PowerPoint de 3 minutes de merci, bienvenue dans la newsletter, etc. Très heureux de vous rencontrer, blablabla. Voilà ce qu'on va faire. Et en fait, quand tu cliques pour le partager après que tu l'as enregistré, comme si tu avais fait un lien Loom, ça te propose de faire un encadré pour ton mail sous forme de GIF. Ce qui fait qu'on te voit face à la caméra en train d'expliquer ton truc. Et dans le mail, les gens cliquent pour l'ouvrir, pour pouvoir avoir envie de le voir. Et tu leur écris ta première séquence mail comme ça en evergreen. Et les mecs vont avoir un intérêt qui va être grandissant pour ton produit et ton service sur 4 à 5 jours. Et le premier, c'est présentation de ton offre, présentation de toi. Deuxième, présentation de ton entreprise. Troisième, présentation des personnes qui ont réussi dans ton entreprise. Et quatrième, présentation de 2 ou 3 clients qui sont devenus successful dans tes boîtes. Et ensuite, tu les sors de cette séquence mail de bienvenue et tu peux la mettre dans ta base mail principale qui vont recevoir quotidiennement des newsletters. Ok. Donc là, je sais pas si cette première partie elle est très claire ou pas. Ouais. Ok. Et ensuite, deuxième séquence. Donc là, c'est un tunnel plus général qui va être de l'awareness sur le long terme. C'est
dans une newsletter, je m'inspire de ce qu'on fait. Nous, on fait 2 mails par semaine ou un mail par semaine quand on n'a pas de promotion. Pas de promotion, pas de produits à vendre ou de lancement ou de choses vraiment intéressantes à dire. Et dans cette séquence-là, on va prendre sur un mois, donc au total, ça fait 4 mails pour 4 semaines. Il y a un mail qui va parler de valeur, de quelque chose que j'ai vu qui a retenu mon attention sur Internet ou d'une nouvelle technologie qui est en train d'apparaître sur lesquelles les gens peuvent se lancer. Un deuxième mail qui, lui, va traiter d'une réussite client sur ce mois-ci, qui a été réalisé, des performances. Par exemple, récemment, il y en a un qui avait fait beaucoup parler. C'est un gars de notre communauté qui a fait 100 livres Amazon KDP en 60 jours avec ChatGPT. Ensuite, un troisième mail qui, lui, est lié directement aux informations qui se sont passées chez nous, aux différents produits qui arrivent chez nos limites, et on ajoute des liens pour pouvoir leur laisser des préinscriptions possibles. Et ensuite, le quatrième mail, on reprend tout ce qui s'est passé sur le mois et on leur dit, voici ce qui s'est passé chez nos limites ce mois-ci. Que ce soit chez les membres, que ce soit chez nous, etc. Et en fait, sur ce dernier mail que je t'ai cité, c'est là où on a les plus gros retours sur investissement. Parce que dans ce mail spécifiquement, je sais pas si après le rendez-vous, je pourrais t'en envoyer un pour ton montage et que les gens puissent regarder. Ça retrace tout ce qui s'est passé et à la fin, ça met que les gens peuvent nous rejoindre pour participer aussi à l'essor de tout ça. Et à chaque fois, ils cliquent. À chaque fois, ils cliquent et à chaque fois, ils nous rejoignent. Magnifique. Magnifique. C'est sûr que c'est tout un art, l'email. Et tu vois, moi, je sais que je le fais pas parfaitement, mais il suffit, je pense, tu me diras si j'ai raison ou pas, il suffit de te lancer et de le faire à ta sauce au début, de faire ta propre séquence email. Et une fois que c'est en place, déjà, tu vas augmenter ton taux de transformation et tu pourras toujours l'améliorer plus tard. On est d'accord que toi, la séquence email que tu as ici, c'est soit de l'expérience et des années de travail là-dedans, ou soit vous avez lancé une première séquence, vous avez analysé les résultats et vous l'avez optimisé en conséquence. Ouais, c'est pas itération. dès le premier jour ou voilà. Ouais, moi je me suis basé sur l'expérience que j'avais dans la grosse boîte. Ils faisaient du sale et moi je voulais faire du propre, donc ça a été plutôt assez. L'inverse est beaucoup plus facile à faire enfin, voilà, on s'est compris. Et en gros, en analysant tout ça, je me suis dit attends, qu'est-ce qui marche chez eux que je peux retranscrire de mon côté? Et on a testé, on a fait beaucoup d'itérations pour arriver sur une formule qui fonctionne. Elle n'est pas exceptionnelle parce qu'il faut tout le temps faire des tests, mais la formule du message à cliquer avec un morceau de vidéo où si je mets une pause comme ça, et en fait là dans les 3 secondes que j'ai fait, c'est dans le mail, et je pense que tu as déjà vu des mails comme ça où tu peux cliquer, et les gens ont envie de savoir ce que tu as dit dans la vidéo, et tu leur précises combien de temps ça dure. Si ça dure moins de 5 minutes, ils cliquent à chaque fois. Et c'est pour ça que sur certains mails, on a des taux d'ouverture de 70%, de 70%, et des taux de clic de malade entre 14 et 25%, tu vois. Magnifique. Ok, et du coup, ça, c'était la partie email marketing, copywriting. Deuxième question, c'est qui on? Alors, j'aime bien parler de manière impersonnelle parce que j'englobe à chaque fois l'effort que j'ai avec les équipes. Parce qu'on travaille à plusieurs sur mes business et en fait, je sais que tout le monde dit je, mais moi je préfère mettre en avant ce que font nos équipes tous les jours et nos clients parce que j'ai un problème en fait avec l'ego, c'est que je vois trop de personnes qui sont tout le temps en train de dire je, sauf que ça donne pas de valeur à l'équipe. Donc c'est juste que j'ai pris un filtre là-dessus et maintenant je me rends même plus compte de quand on le fait. Donc là on est passé d'une trentaine de personnes à 10-15 personnes maintenant qui travaillent avec nous parce que il y a il y a eu ChatGPT, de deux il y a eu un petit peu la crise qui s'est fait sentir et puis on a dû réduire les effectifs. Et de 3, c'est qu'on a eu beaucoup d'impayés de personnes qui proviennent de pays que l'on mentionnera pas dans ce podcast parce qu'on en a parlé chez Vieux Grisou récemment, qui nous ont laissé des ardoises assez élevées, qui ont fait que on s'est retrouvé avec des gros problèmes de trésorerie parce qu'on a fait confiance à des gens qu'on n'aurait pas dû et on a dû se séparer de quelques personnes.
mais en bon terme, au cas où dans le temps, on arrive à faire la part des choses et qu'on se redresse. Ouais, et ça, je voulais mettre un petit warning là-dessus. T'es pas la première histoire comme ça. Je pense que t'es la troisième histoire en l'espace de 2 mois de ce type. Pas les mêmes montants, mais il y a eu un tweet là il y a pas longtemps d'une boîte aussi un des gérants d'une boîte qui en a parlé. Une personne qu'on connaît qui a eu ces mêmes problèmes. Donc vraiment, faites attention à qui vous bossez et essayez d'être sûr ou de demander en tout cas à des personnes qui ont déjà bossé avec eux avant pour être sûr que ces personnes sont réglo. Parce que souvent, tu bosses pour des gens, et surtout si tu fais de la freelance ou en agence ou peu importe, il y a des gens qui ne payent pas tout simplement. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans mes débuts, où j'ai bossé pour un gars qui avait tu vois, je faisais du SEO pour lui, c'était un site de VPN, comparateur de VPN. Bossé pour lui pendant 3 mois. Et en fait, il y a un jour, il m'a plus du tout donné de nouvelles, quoi. Sauf que ce gars-là, son entreprise était à Hong Kong, impossible de le retrouver. Et ça fait mal, tu vois. C'était pas les mêmes sommes, mais à l'époque, je pense que ça valait autant que les sommes que tu as perdues, tu vois. Et donc voilà, faites vraiment attention avec qui vous bossez et essayez de demander aux personnes qui ont déjà bossé avec eux un retour avant, même si ça couvre pas tout le temps. Je peux vous donner vraiment 3 infos là-dessus. Enfin, nous, on parle de 6 chiffres. Donc ça pourrait être 7, mais on est sur 6, c'est déjà pas mal. Et en fait, il y a 3 infos qui sont à retenir dans cette expérience négative qu'on a eue. C'est que maintenant, quand on demande en fait, quand on nous amène quelqu'un ouais, faut que je te présente quelqu'un. Maintenant, je me méfie parce que souvent, c'est que la personne, elle est commissionnée. Et si c'est quelqu'un que je connais de mon réseau, qui de base fait souvent des intros mais ne donne pas suite derrière ou n'a pas bonne presse, je mets déjà un warning. Moi, je sais que si par exemple c'est Asynchrone qui m'envoie quelqu'un, je vais pas me poser de questions parce que Asynchrone, moi-même et d'autres personnes dans le business, on bosse bien. Même si on est catégorisé comme des info-entrepreneurs alors qu'on est plus des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qu'autre chose. Bref, là-dessus, on va y aller les yeux fermés. Mais par contre, on va quand même passer 2-3 appels pour vérifier que les personnes sont legit, que les clients qui nous ont cités existent bien. Parce que moi, les premières boîtes qu'on nous a mentionnées, j'ai pas fait le démarchage d'aller appeler ces clients-là parce que je voyais simplement leurs ventes qui étaient en mode explosif, tu vois. Et tout le monde me disait ouais, ils font beaucoup de ventes et tout en ce moment. Et je me suis dit putain, c'est forcément eux parce que vu comme ils me vendent le truc, je me suis fait douiller. Et là-dessus, j'ai aucun problème à le reconnaître parce que ça fait partie du cycle de l'entrepreneur, c'est s'éclater la figure et apprendre. Et donc une fois qu'on a compris ça, le deuxième point c'est de vérifier les informations qui se disent en bruit de couloir. Donc quand on a des appels, imaginons j'appelle Asynchrone pour dire bah voilà, tiens en ce moment je sais que tu travailles sur ça, ça et ça, donc on fait nos échanges et à la fin de l'appel je lui dis écoute, j'ai aussi cette boîte qui m'a contacté, t'en as déjà entendu parler. 2-3 infos comme ça mange pas de pain. Et ensuite, en troisième, c'est d'essayer de discuter avec des gens qui travaillent chez eux, en tant que freelance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Et récemment, j'ai discuté en retard avec des personnes qui ont travaillé chez eux et qui étaient payées 1% des ventes sur des gros produits à 600, 900 ou 1500 balles. Et tu obtiens des très bons signaux pour savoir si oui ou non c'est quelque chose d'intéressant. Et comment tu vas faire pour trouver ces personnes? C'est simple, aujourd'hui réseaux sociaux, LinkedIn, tu peux très vite trouver qui travaille avec qui. Donc voilà. Ok, écoute, c'est clair. C'est clair, donc voilà, faites attention à écouter ces conseils. Donc on parlait du fait que ton équipe a été réduite. Tu as parlé de ChatGPT. ChatGPT, ça a fait quoi pour toi? Voilà. Game changer. En fait, c'est surtout un très très bon outil. Parce qu'en fait, on l'utilise pas, je pense, comme 60 à 70% des personnes l'utilisent. Nous, on l'utilise vraiment pour faire de l'interprétation, de l'audit et le pousser dans ses retranchements pour voir ce qu'il est capable de nous sortir. Tu vois, il y a tout le monde qui lui demande de faire des emails, qui lui demande de faire du copywriting. Nous, on l'entraîne. Alors, côté plutôt API, on entraîne plutôt l'API sur Typing Mind, pour ceux qui veulent checker, plus des modèles Llama basés sur ça. Et une fois qu'on les a entraînés, on partage un peu de data
anonymisé pour pouvoir ensuite dire bah voilà, ça c'est l'entreprise. Dans cette entreprise, on a tel et tel produit qui fonctionne bien. On peut lui fournir maintenant des tableaux Excel. Donc ça, c'est une révolution. Et tu lui dis bon bah voilà, par rapport à ce tableau Excel, sur un an d'évolution, on a constaté une baisse du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que t'en dis? Et là, elle va te dire bah écoutez, d'après ce que je vois, tel produit était incroyable avec ce contexte. Le vent a tourné. Et de ce que je remarque également, c'est que votre budget publicitaire a baissé de 10%. Ce budget publicitaire, par rapport au lead que vous aviez, était très important parce que il vous permettait d'avoir une base de données qui était renouvelée et qui n'était pas harcelée par email. Et ces 10% que vous avez enlevés font que vous avez un problème dans votre stratégie. Et quand tu commences à prendre tes chiffres et tout comme ça, tu te dis putain, trop fort. Et donc tu retestes ce qu'ils viennent te dire. Et en général, alors encore une fois à pondérer, en général, une fois sur trois, tu arrives à des résultats qui peuvent t'aider à changer vraiment le cours de ta situation sur certains sujets. Donc j'ai un cas très précis. Il y a 2 jours, je lui ai donné mes informations sur un business model. Donc les datas des ventes et une base de données. Et je lui ai dit, bah écoute, ça c'est issu d'une base de données qui est des prospects qui sont venus par de la publicité sur Google. Donc j'ai laissé les adresses IP, j'ai laissé l'intégralité des choses. Elle m'a dit, bah c'est simple, c'est simple parce que votre publicité, par rapport à toutes les personnes que vous avez recrutées, toutes les personnes en Île-de-France sont vos plus gros acheteurs et ont un portefeuille moyen de 900 francs, alors que les autres qui sont plutôt issus de la province, c'est un portefeuille moyen de 600 francs. Ce qui fait que maintenant, en fait, la publicité, voilà, ce qui fait que maintenant la publicité tourne principalement sur du Paris. Et on a réduit la publicité sur la province pour juste avoir une base de données organique qui augmente avec les emails. Mais tu vois ce que je veux dire avec ChatGPT réutilisé sous un autre angle, ça peut vraiment apporter des résultats de malade. Ouais, on en a pas mal parlé, en tout cas j'en ai entendu pas mal parler, c'est surtout beaucoup de personnes oublient de donner un scénario à ChatGPT et ça c'est plus ou moins donner un scénario avec en plus de la data pour s'appuyer, mais en général quand tu donnes un scénario au préalable, ça aide énormément sur la qualité du résultat. Tu peux utiliser un site si t'es pas trop à l'aise en fait avec la technologie. Il y a un outil qui te permet de faire quelque chose presque similaire à ça, qui s'appelle narrative.bi, je crois. Et ce site internet, il te permet de connecter toutes tes sources de données à travers Google, Facebook, etc. Et en fait, il va te permettre d'avoir une lecture très simple de ton business et de tes résultats, en te disant précisément, tiens, c'est marrant, ici, il semblerait que sur Google Analytics, il y a un taux de rebond qui est très élevé. Puis tu vas voir, et en fait, tu t'aperçois que ta page, il y a beaucoup de CTA qui ont pété, et que le temps de chargement, il est de 15 secondes, tu vois. Et c'est un outil qui est très intéressant pour démarrer quand t'as pas les connaissances suffisantes en développement ou que t'as pas un développeur à dispo pour te faire des trucs un peu plus poussés, tu vois. Ok, bah écoute, c'est technique, faut pas hésiter à le signaler parce que je me laisse facilement embarquer avec la passion, donc. Non, de toute façon, moi je te dis, ce podcast il est égoïste. Et de toute façon, moi je le fais pour moi personnellement échanger avec des personnes avec qui j'ai envie d'échanger. Et encore une fois, je crois que c'est un des trucs que je souligne dans le premier book gratuit que j'ai fait. Si tu sais pas, Google. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc s'il y a des trucs qu'Anthony est en train de te dire et que tu ne comprends pas, Google. De toute façon, je vais mettre pas mal de liens en dessous pour, tu vois, Narrative, Typing Mind, etc. Pour que les gens puissent se retrouver. Mais de toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre en ligne. Si tu écoutes un podcast, il y a des choses que tu comprends pas, tu vas rechercher sur Internet. Ouais. Puis il y a Twitter aussi. Twitter, il y a beaucoup de développeurs indépendants qui font des choses incroyables et qui sont vraiment laissés de côté parce qu'ils n'ont pas la visibilité nécessaire à leur développement. Et tu vois, il y a un autre outil récemment que je suis tombé dessus, qui est fait par un petit dev tout seul dans sa chambre, qui est génial. T'as déjà vu les publicités de Apple
avec les mots qui apparaissent à l'écran très rapidement, un son qui est bien dynamique, etc. Bah, il y a un dev sur Twitter qui a développé ça s'appelle typeframe.com, et ça te permet de créer ce genre de vidéo avec de la musique de manière dynamique, etc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et il a fait un super travail là-dessus, donc voilà. Suivez des devs indépendants sur Twitter. Ouais, il y a une tendance, une énorme tendance en ce moment, et puis je l'appuie à fond. Tendance qui est appuyée des personnes que je connais à Bali, tu vois, des devs qui ont sorti pas mal de tools spécifiques, notamment un tool dont j'ai parlé dans la conférence chez SEO Garden Party la dernière fois, où en gros, le but, c'est de créer des mini SaaS. C'est-à-dire, tu vas pas t'embêter à créer le nouveau Facebook, le nouveau Tinder ou peu importe. Le truc, c'est de répondre à une demande. Et tu vas faire une vidéo comme ça, c'est parfait. Il y a pareil, Neuron qui a sorti son tool, qui est Submagic, voilà, qui te permet en fait de créer des sous-titres à la Alex Hormozy. Après, tu as d'autres formes aussi, enfin d'autres styles, sur tes shorts en l'espace de 2 secondes. Et après, tu as une petite interface qui te permet de corriger les erreurs, etc. C'est parfait parce que tu arrives sur son produit, tu sais exactement pourquoi tu le prends, tu sais pourquoi tu payes. Et si le tool est utilisable et bien, tu continues à le payer tous les mois. Et ça, c'est parfait. Alors que si il était parti sur un tool qui répond à toutes les problématiques de TikTok, par exemple, pour programmer ton tweet, pour programmer ta vidéo, pour trouver des idées, etc., ça aurait été beaucoup plus complexe. Donc, ouais, ce qui se fait énormément, c'est des mini SaaS. Et donc, voilà, si tu sais dev et, ou si tu sais utiliser ChatGPT, va créer des mini SaaS. Et il faut une feature killer. Parce que la feature killer, toi, tu l'as dit, c'est les sous-titres d'Alex Hormozy. Et après, bah, tu développes des sous-features, c'est incroyable. Ouais, exactement. Et il y a un livre vraiment que je conseille à tout le monde si tu veux te lancer dans la création de SaaS. C'est Make de Peter Levels. Je crois, il est à genre à $29. Il est en anglais, mais voilà, trouve-le, traduis-le ou peu importe. Pour moi, c'est vraiment, je l'ai lu plusieurs fois. Et en tant de, si tu veux créer un SaaS, mini SaaS ou peu importe, le lancer sur Product Hunt et faire tes premiers euros avec un SaaS, lis ce livre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je t'ai vu sourire. Est-ce que tu l'as déjà lu, toi? Ouais, j'ai déjà bien pensé. Et moi, quand je lis un truc, je les mets dans, tu sais, les seconds cerveaux. Je pense que tu as déjà entendu parler du principe. C'est Thiago Forte qui avait initié tout ça. Ouais, ouais, il y avait un gars, comment il s'appelle déjà? Iso sur Twitter qui avait lancé un Oh, ouais. Notion basé sur son livre. Ouais, Iso, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et Islo. Islo. E-A-S-L-O. Ouais, c'est ça. E-A-S-L-O. Et ben moi, en fait, ce que j'avais lu de Make, je l'avais remis dans mon second cerveau, donc sur Obsidian. Et il y a un truc qui est encore plus fou, c'est qu'ensuite, bah, quand tu commences à savoir un peu utiliser tout ça, tu peux le connecter à un dérivé de ChatGPT et te faire ton propre modèle de réponse. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller dans ton propre cerveau et fouiller des trucs que tu as vus, lus ou entendus et obtenir des infos, mais propres à toi, tu vois. Et ça a une différence qui est stratégiquement folle. Ça, j'ai réfléchi et j'ai pensé pendant des heures à. En fait, pour moi, c'est ça le meilleur truc, c'est d'avoir un second cerveau, d'avoir une IA qui est basée sur toi-même ou alors ton propre business pour avoir les bonnes réponses au bon moment. Parce que on est d'accord on est inondé d'informations aujourd'hui. Et si tu demandes à ChatGPT une simple question, il va prendre toutes les informations qui sont entrées dedans et te sortir une question qui va être ultra mainstream. Alors que si tu arrives à avoir une IA qui est basée sur ta personnalité ou alors ton axe business, on va dire basé sur 5 mentors que tu suis tous les jours. Tu vois, par exemple, ce serait Naval Ravikant, Alex Hormozy, tu as des gars comme ça. Et tu vas te demander tout le temps à cette IA qui te connaît parfaitement une réponse. Et là, je pense que tu auras les bonnes réponses, contrairement à simplement que demander à ChatGPT une question mainstream, quoi. Bah, pour les gens qui veulent le faire, vous pouvez le faire avec Databerry, D-A-D-A-T-A espace Berry, enfin
la groseille, non, le fruit, ouais, pardon. Je sais plus comment ça se dit en français, j'ai perdu le nom. Donc voilà, Databerry AI. Donc ça vous permet d'avoir votre propre base de données qui est connectée à votre Obsidian. Et ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser Personal AI. Donc ça, c'est si jamais vous avez beaucoup de messages à titre personnel sur vos plein de réseaux sociaux, vous pouvez l'entraîner. Donc pareil, hein, ça veut dire que vous donnez vos données personnelles à ce genre de machine. Donc il faut faire très attention, mais ça ne regarde que vous ensuite. Vous l'entraînez par rapport à vous, c'est-à-dire qu'elle va lire tous vos mails, tous vos messages WhatsApp, etc. Elle va voir comment vous répondez, comment vous parlez aux gens en général, et elle va être en mesure de répondre à tous les messages WhatsApp à votre place, ou des messages Twitter, des messages Messenger, etc. C'est très très puissant, et là il y a une phase bêta qui est sortie pour connecter à WhatsApp. Ça devrait arriver prochainement pour le grand public, mais les résultats sont tout simplement déments, tu vois. Ouais, j'ai fait ça pour mes parents. Je leur parle plus maintenant, c'est tout automatisé. Ouais, t'as bien raison. Ouais, t'as bien raison. Le gars sans âme. Non, bah écoute, merci pour tous ces outils. Moi, du coup, il y a 2 questions déjà. T'as quel âge? Là, j'ai 29, ouais. 29 ans. Ma deuxième question par rapport à ça, c'est comment à 29 ans, tu as réussi à avoir toutes ces connaissances et surtout accès à ces personnes dont tu parlais? Parce que tu disais que tu avais accès à des scientifiques, accès à des personnes du CERN. Comment tu as fait? Quel est le chemin à suivre pour avoir accès à ces personnes? Alors, je vais donner pour la première fois, je crois, dans un podcast, la sauce secrète. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des années en arrière, ça je l'ai déjà dit chez Yomi, dans l'interview et dans d'autres podcasts, il y a des années en arrière, j'ai eu un très gros accident duquel je suis sorti miraculé, un accident à la tête, qui a modifié qui a altéré le mode de fonctionnement traditionnel du cerveau, et qui a éteint des parties dans mon cerveau et qui en a éclairé des nouvelles. Et ça a développé un syndrome que je vais pas mentionner là parce que tout le monde va dire pour qui il se prend, etc. Mais c'est pas moi qui fait ça. Il a été vraiment détecté, et il y a eu des IRM et tout ça. Et j'ai toujours une IRM par an. Donc suite à cet accident, en fait, ça a développé des nouvelles capacités cérébrales en vue atomique et explosive. Et tout ce que je lis, tu vois là ici, j'ai une pile de bouquins. J'ai une pile de livres qui sont tout le temps à lire. Tout ce que je lis, vois, entends ou que j'ai déjà eu l'occasion de consommer en contenu, ça se stocke. Et quand c'est un rapport avec la tech, c'est une sorte de gros tiroir qui va s'ouvrir indéfiniment, tu vois, jusqu'à ce que j'ai pompé toute la connaissance de quelqu'un sur ce sujet. Et après, ça donne des capacités de discussion qui sont un peu plus particulières. Et qu'est-ce qui m'a permis en fait de monter ces connexions avec les gens, comme tu le disais? En gros, on a développé un outil qui s'appelle le Social Engine, qui est interne à mon entreprise, donc No Limit, et avec des personnes de chez No Limit, qui s'appelle le Social Engine. C'est un outil qui te permet de faire de la connexion sociale avec tout le monde et de faire de l'ingénierie sociale. Et ce terme, il est très important parce que je le dis là, et ça fait plusieurs podcasts dans lesquels je le mentionne. Et comme d'habitude, je suis sûr et certain que on verra des experts en ingénierie sociale qui vont arriver prochainement suite à ça. Mais l'ingénierie sociale, on identifie par exemple un VIP avec lequel on veut rentrer en discussion. Et ensuite, dans l'outil, ça nous identifie ses lieutenants. Et ensuite, ce qu'on appelle ses mousses. Donc les mousses, c'est le deuxième niveau. Une fois qu'on a identifié ça, il y a un principe qui est simple, c'est pour qu'une personne ait envie de te contacter d'elle-même, il faut qu'elle en entende parler par 3 autres personnes. Donc, comment ça s'est passé pour le Bull Run pour contacter les personnes qui nous intéressaient? Indirectement, j'ai pas eu grand chose à faire, c'est que moi je me suis fait connaître parce qu'on a rendu 10 à 20 personnes millionnaires qui faisaient du e-commerce. Parce qu'on leur avait parlé de Elrond à l'époque où c'était sur Binance, et ils avaient acheté des tokens sur Binance, puis à $2, puis à $14, et on connaît l'explosion qu'a subi Elrond.
Donc ils ont eu des jolis résultats. Et ces personnes-là, par gros coup de chance, étaient en fait les lieutenants du VIP qui nous intéressait. Et au final, elles lui ont parlé de nous avec 3 points de contact. Le premier, parce qu'il avait fait des très gros résultats avec Elrond. Le deuxième, parce que on l'a aidé sur un projet crypto qui a fait plusieurs millions. Je peux pas le donner le nom, mais les gens seront super smart et vont retrouver très rapidement. Et ensuite, le troisième, le lieutenant, il avait un compte Stripe qui était bloqué. Et vu que moi, du coup, j'ai des relations aussi qui sont dans nos limites, qui sont chez Stripe, et ben ils ont débloqué son compte Stripe. Et en fait, ces 3 personnes ont parlé au VIP et le VIP s'est intéressé à ce qu'on faisait et nous a contactés pour pouvoir échanger au téléphone avec nous. Et foncièrement, on fonctionne comme ça régulièrement. On identifie, on définit quelle est la valeur qu'on peut lui amener, quel est son rêve le plus profond, etc. Comme le prononçait Dale Carnegie ou Dale Carnegie, je sais plus comment ça se prononce. Et on le fait pas en mode manipulation. On le fait en mode vraiment, on sait que ça va amener quelque chose à quelqu'un, que ça lui amène quelque chose et il veut nous le retourner, bah, c'est parfait. Mais sinon, on lui amène et puis il y a zéro problème là-dessus. Si ça donne rien, ça donne rien. Mais dans sa tête, on restera quand même les gens qui ont réussi à lui amener quelque chose qu'il pensait impossible. Débloquer un compte Stripe qui est verrouillé de chez verrouillé parce que tu as fait trop de grosses cochonneries avec, dans la tête des gens, une fois que c'est verrouillé, c'est verrouillé. Mais quand il a vu qu'avec notre réseau, il avait pu le débloquer, et on a fait ça avec des comptes Google Ads aussi, il s'est dit, ok, là d'accord, ça parle. Et voilà. Et là, le VIP en question, il cherche activement un bateau depuis quelques mois, et on lui a trouvé. Donc là, dans sa tête, c'est en mode, grâce à cet outil de Social Engine, ils ont accès à beaucoup d'informations sur tout le monde, et ils sont en mesure de faire des choses qui sont un peu plus euh, folles que ce que les gens pourraient faire, parce qu'on a les infos. Et nous, on l'utilise de manière saine, et c'est pour ça qu'on le rend pas disponible à tout le monde. C'est que on sait très bien qu'un outil comme ça dans les mains de gens qu'on connaît tous les deux, tu sais très bien ce que ça donnerait les premiers jours d'utilisation, ça serait un carnage. Donc nous, on l'utilise surtout pour connaître maintenant depuis nos impayés les gens avec qui on travaille et également ceux avec qui on travaillerait. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire grossir la communauté et à amener des gens intéressants. C'est qu'on s'intéresse vraiment profondément, pas par intérêt aux gens, mais juste par ce qu'ils peuvent apporter ou par ce qu'on peut trouver et leur amener. Et voilà. C'est magnifique. Tu as donné un nom à quelque chose dont j'ai parlé dans Audience Mastery, du coup, il y a la semaine dernière. En fait, beaucoup moins poussé, mais c'est pour ça que je te rejoins à 100%. Et il y a tout ce que vient de dire Anthony, réécoutez-le 4 fois parce que c'est ultra important. C'est sur Twitter, il y a un gars qui a 100 000, 200 000 abonnés. Ouais. Comment arriver à ce gars-là? J'ai réfléchi au truc et je l'ai fait sur le côté anglais. J'ai jamais poussé, mais j'en avais parlé du coup à David Black Hat, parce que je lui ai dit, regarde comment tu pourrais tout casser sur Twitter. Tu as une personne qui a 60 000 abonnés. Tu vas dans ses abonnements, tu vas regarder qui elle suit. Et dans qui elle suit, tu vas regarder les comptes qui sont à ton niveau. C'est-à-dire, si tu as 400 abonnés, tu vas regarder les comptes qu'elle suit et qui sont à 400 abonnés. Deviens pote avec ses comptes à 400 abonnés, parce que si elle les suit, il y a une raison. Soit ça peut être une raison totalement random, ou ça peut être que c'est un pote d'enfance ou peu importe. Tu vois, il y a toujours une raison pour laquelle les gros comptes suivent des petits comptes. Tu deviens pote avec les petits comptes. Plus tu es pote avec les petits comptes et tu échanges, plus tu vas être visible du gros compte. Et comme tu l'as dit, une fois que tu auras apporté assez de choses à ce petit compte, qui aura parlé au gros compte indirectement, tu vas pouvoir rentrer en contact avec le gros compte. En gros, j'ai dit ça à David, et il y a un gars qui s'appelle Sultan Aï, je crois, sur Twitter. Je lui ai dit, regarde ce compte. Si aujourd'hui je voulais monter sur Twitter, je suivrais ce compte et j'interagirais tous les jours avec lui. Je l'ai fait pendant 4 jours. Le gars a commencé à me parler comme un pote. Il a commencé à me suivre. J'ai arrêté. Je suis revenu sur Twitter. Il était à 6 000 abonnés, je crois, alors qu'il était à 400 quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, je vais aller voir à combien il est, mais je vais le retrouver. Mais en attendant que tu cherches, je peux juste montrer la caméra. Ça, par exemple,
c'est ce que j'ai partagé dans un live pour faire de l'ingénierie sociale. Au milieu, vous voyez, l'outil en fait identifie un VIP, ensuite les lieutenants, mais il le fait de manière automatique. C'est ça qui est mortel, c'est que ensuite on identifie l'expertise que vous devez amener à cette personne, qui est tout en haut. L'expertise que vous devez amener à cette personne, vous le savez pas encore, et c'est elle qui va le savoir. C'est l'outil qui va vous dire ce que vous devez amener. Le crédit, bah, c'est ses lieutenants qui vont lui amener, et les résultats, c'est les résultats qu'il faut amener. Bon, je vous détaille pas tout parce qu'il y a une note complète ensuite en dessous, mais les résultats, c'est ce que vous allez donner à ses lieutenants ou à ses mousses. Et croyez bien que ça va très vite, et c'est comme ça que je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais on a eu des très gros rendez-vous sur Paris, dans des endroits où je sais que beaucoup de personnes aimeraient manger en tête-à-tête avec ces personnes précisément, qui sont directeurs de fonds d'investissement et qui passent régulièrement à la télé. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, et parce qu'il y a des choses qui sont en train de se développer pour nous sortir un petit peu de ces différentes problématiques, plus de voir ce qu'on peut faire avec eux. Mais c'est parce qu'on s'est intéressé foncièrement à ces personnes, pas dans le but d'aller manipuler, mais dans le but d'aller trouver des synergies par rapport à eux, ce qu'ils ont. Et vu qu'ils ont des problèmes et que nous, on a les solutions grâce au Social Engine et qu'ils le savent pas, bah, quand on leur présente le Social Engine, bah, les gens nous écoutent un peu plus facilement aussi parce qu'ils savent que vu qu'on arrive à avoir beaucoup d'informations, euh, voilà, ça donne des très belles connexions dans le temps. C'est magnifique. Et du coup, bon, je le dis vite fait, Sutra AI, il est à 10,5K abonnés, donc 10 000 et quelques. Il était à 400 il y a un mois et demi, même pas. Et en gros, ce gars-là, si j'étais devenu pote, aujourd'hui, je serais probablement autant que lui, où il irait me retweeter ou me liker. Bref, ça, c'était la technique Twitter qui correspond exactement à ce que tu viens de dire. Et pour revenir à ce que tu disais, l'information, c'est la clé de beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, tu as une série qui en parle à fond, c'est Succession, je sais pas si tu as déjà regardé, où tu as énormément, tu vois, de ce côté-là. C'est dès qu'il y a une crise, c'est OK, qui on doit contacter pour avoir cette personne, pour entrer en contact avec telle personne. Et c'est un peu, enfin, c'est la façon dont ça fonctionne. Et il y a, tu vois, tu as dit Dale Carnegie, tu as pas mal de livres, et même en fait, tout simplement, la psychologie sociale, je dirais, je sais pas trop comment l'appeler, et le côté comportement, en tout cas humain, qui est très sous-coté. Autant que l'email marketing, et là on monte d'un niveau email marketing, ok. Comportement humain, tu vois, comment interagir avec les humains, c'est vraiment sous-coté parce que c'est la clé d'énormément de choses, que ce soit dans le business, que ce soit dans ta vie, tu vois, tes relations amicales, tes relations amoureuses, c'est ultra important de savoir ça. Et comme tu disais, c'est pas utilisé à mauvais escient, c'est simplement utiliser, comprendre pour le tourner de façon positive dans ta vie. Tu vois, tu as par exemple, quand tu appelles ça déjà la réciprocité, où tu vas offrir quelque chose à quelqu'un, il va se sentir redevable par la suite. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans ta vie, mais sans en abuser. Tu n'es pas obligé d'offrir des cadeaux à tout le monde, tu vois. Mais il y a quelques stratégies comme ça qui sont ultra utiles dans la vie de tous les jours. Même sans dire qu'après, en fait, à chaque fois, moi je le fais, je sais que je l'ai toujours fait comme ça parce que de base, je suis de la campagne, tu vois. Et dans la campagne, bah, j'ai toujours eu ce côté en mode, bah voilà, un peu franc-parler, et puis on essaye d'aller filer deux, trois coups de main à des gens quand il y en a besoin. Et sans forcément d'appliquer le principe de réciprocité, mais juste en mode, je sais qu'il a besoin d'un coup de pouce, si je peux l'aider, je l'aide, si j'arrive pas, bah tant pis. Et ça marche aussi. Et voilà. Je sais pas ce que je pouvais rajouter de plus, mais ouais. Non, mais c'est clairement un truc, bah ouais, c'est juste la réciprocité déjà, c'est énorme. Toute personne qui n'a aucun réseau, et j'en ai parlé pas mal avec Kevin Richard, par exemple, qui était un des premiers invités du podcast, où lui, il a dit, à la base, il était dans un forum, et il a fait partie de pas mal de forums. Il y avait Script SEO à une époque. Il donnait des scripts gratuits à un maximum de personnes. Sans le savoir, il suivait le principe de réciprocité, et un jour, ça lui est retombé dessus, dans le sens en positif, dans le sens où ces personnes-là l'ont aidé également, tu vois. Et si tu commences aujourd'hui et que tu connais personne, donne un maximum à toutes les personnes qui t'entourent, et utiliser le principe, ou en tout cas la stratégie dont Anthony a parlé tout à l'heure. Bah, c'est surtout que nous, on l'a sous forme d'outils. Donc, on arrive, on met un nom, tu vois, on met genre Major Elon Musk.
par exemple, ça te met la connexion. Donc là, je suis plus qu'à une connexion directe de lui, typiquement, et ça te met le meilleur moyen de connecter avec les poignées de main pour pouvoir l'atteindre. Et comment tu peux faire, etc. Et maintenant, tu as même ChatGPT qui peut arriver en mode assistant pour te dire, voilà comment tu peux t'y prendre, etc. Mais encore une fois, c'est dans le but de trouver quelque chose à apporter. Sauf que des mecs aussi puissants, t'as rien à leur apporter si ce n'est que une techno qu'ils ne pourraient pas avoir le temps de s'occuper, ou tu vois. On a identifié des choses, mais pour l'instant, on reste assez discret là-dessus tant que. Enfin, je vais pas tout révéler non plus sur le podcast, mais tu vois, il y a des choses en cours aussi. Ouais. Non, c'est ultra puissant. Je sais pas si tu vois qui c'est, Steven Bartlett. C'est Non. il est assez énorme aux États-Unis. Tu vois l'émission où est Anthony Bourdon. Tu sais, Ouais. l'émission où il valide des business, etc. Il fait la même aux UK. Et en gros, ce gars-là, il est énorme aujourd'hui sur Instagram, etc. Et ces podcasts, je les trouve magnifiques. Ils sont vraiment, vraiment intéressants. Et je me suis toujours dit, j'aimerais parler à cette personne. Tu vois, j'aimerais aller avoir un dîner avec cette personne et rentrer en contact avec lui. Et j'ai rencontré une personne à Bali qui est pote avec lui, un Anglais qui est pote avec lui. Et je disais justement à ma copine, je disais, là, je suis plus qu'à un contact de cette personne. Et ça, faut vraiment le voir. C'est un peu pas un jeu stratégique, mais je trouve ça hyper intéressant. Aussi, t'as une personne qui te sépare de la personne dont tu rêverais de parler, à qui tu rêvais de parler. Mm-hmm. T'as presque terminé, quoi. Ah, mais c'est ça. Puis c'est bien, ça te fait une sorte de. Il faut imaginer. Tu connais le jeu Risque Ouais. de nom? C'est un petit peu la même Ouais, chose. c'est genre. T'essayes de construire. Non, mais t'essayes de construire des alliances et tout ça pour pouvoir étendre un territoire commun avec différentes personnes. Et tu vois, on en a discuté au début du podcast. Il y a beaucoup de personnes qui font un peu de crade sur Internet et qui donnent un peu une mauvaise vision slash euh, des mauvaises valeurs au business en ligne ou à la formation. Et en gros, si on arrive et qu'on se regroupe suffisamment en tant que créateurs de contenu, qui sont des bons créateurs de contenu, à faire une sorte de limite association dans laquelle les mecs qui sont vraiment dedans montrent que ils ont pas de blanche et que le contenu est nickel. Je pense qu'un jour on peut arriver à faire comprendre aux gens que les formations en ligne c'est pas tout le temps du bullshit comme ils ont pu se faire avoir par le passé, tu vois. Je te rejoins à 300% et j'en parlais avec Benoît justement, qui, du coup, quand ce podcast sera posté, c'est probablement 2 podcasts auparavant où j'en parlais avec lui et on le dit que c'est ultra compliqué de rencontrer des personnes qui poussent la formation en ligne ou en tout cas la vente d'infoproduits ou le business en ligne sur une bonne image. Et en fait, comme je disais, c'est si on arrive à se regrouper, et il n'y en a pas beaucoup, mais regrouper des personnes qui font des choses bien, ça peut pousser Ouais. l'image. Et notamment grâce à ton tool d'ingénierie sociale. T'inquiète, on essaye de monter un truc où les gens savent pas exactement, mais si on y arrive, ils se diront putain, en fait, c'était prévu depuis le début. Mais c'est juste que tu peux pas quand t'as un plan, tu peux pas communiquer à 100% sur le plan parce qu'en fait, les gens vont le voir, les gens vont le voir et vont très vite comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Mais si c'est fait naturellement et que ça paraît naturel, forcément, dans leur tête, l'idée vient d'eux et elle est encore plus puissante. Alors que si tu dis à asynchrone, il faut qu'on crée une association qui va permettre d'amener de la couleur dans le domaine du business en ligne. Bon, là, je t'ai donné l'idée. Mais si je te fais comprendre progressivement que un jour on peut réussir à faire une sorte d'organisme comme c'est le cas pour la blockchain, l'ADEME, c'est l'association pour la blockchain, etc. Voilà, là c'est fou, tu vois. Alors, je vais pas changer de sujet, mais tu parlais de lieutenant dans ton ingénierie Ouais. sociale. Toi, pourquoi major? Ça vient d'où de major? En fait, il y a trois formes de naissance du nom. Le premier, c'était lié à un jeu vidéo qui s'appelait Halo.
C'est un pote. Mhm. Un soir, on cherchait un jeu vidéo. On cherchait un surnom que j'aurais pu utiliser, et ça nous saoulait un peu parce qu'on trouvait pas de surnom spécifique. Et au même soir, en fait, on jouait à ce jeu où le personnage principal, il y avait Spartan 117 et son surnom c'était Major. C'est Halo, je pense que tu connais. Ouais, ouais. Donc il y a eu ça. Et en fait, en connotation, après, il y a un truc assez marrant qui s'est fait, c'est que dans beaucoup de choses dans mon parcours à l'école, j'étais major de promotion. Mhm. Et donc il y a eu une deuxième connexion qui s'est fait indirectement. Et la troisième et toute dernière, c'est que dans le business en ligne et dans le monde du business en général, c'est vrai, j'ai vraiment de plus en plus l'impression que c'est une sorte de guerre où tu as vraiment plein de groupes qui s'affrontent, et le surnom major connectait bien avec ça parce qu'en fait, dans un monde de business où tu es tout le temps en guerre contre quelque chose, tu as des alliés, tu as des ennemis, tu as des alliances aussi qui se créent. Et en fait, ça résumait plutôt bien, et ce surnom, il s'est installé progressivement parce que mes potes ont commencé de m'appeler comme ça. Avec le diminutif, ouais, cet après-midi je vais chez Mage, ou tu vois, des trucs comme ça. Et progressivement, il y a d'autres personnes qui me connaissaient pas, où mes potes ont dit, bah les gars, il y a Major qui organise ça ce week-end, vous voulez venir? Ils disaient, Major, mais c'est qui? Bah c'est Major, c'est Anthony. Puis en fait, progressivement, ça s'est fait comme ça. Et au final, ça a été adopté après avoir fait, waouh, je sais pas si ça s'entend, l'orage à l'extérieur, mais ça tape fort ici. Non. Et, euh, et progressivement, en fait, ça a vu ce nom grossir. Et maintenant, les gens, quand tu leur dis, ah ouais, j'ai regardé le dernier podcast d'Anthony, ils disent, c'est qui Anthony? Et c'est bon signe parce qu'en fait, quand tu leur dis pas Major, ils reconnaissent pas. Et il y avait même un mème qui était sorti sur Internet avec les trois Spider-Man, où t'as Major Mouvement, Major Gérald et moi, où on était avec les trois Spider-Man comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois le même. Non, j'ai pas, je vois le même, mais je l'ai pas vu ce dessin. Ok. Ben en fait, ils avaient pris nos trois visages et ils les avaient mis sur les Spider-Man, et c'était marrant. Ça avait fait rire les gars. Ouais. Donc voilà comment est venu le surnom. Ok, et du coup, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Parce que on a parlé de ce que tu as fait, les projets que tu as actuellement, mais le quotidien de Major, c'est quoi aujourd'hui? Euh, Très rythmé. Là, en ce moment, on essaye de sortir un peu tous les problèmes liés au non-paiement. Donc moi, j'essaie d'aller chercher des personnes qui veulent mettre de l'argent dans nos limites pour devenir actionnaires, en contrepartie forcément de liquide. Donc ça me bouffe quand même beaucoup de temps. Ensuite, je passe quelques appels tous les mardis et les jeudis avec soit des podcasts, soit des dirigeants, comme on disait, c'est du CERN ou des scientifiques, etc. Parce que j'aime bien me maintenir à jour sur les technologies qui se développent. Et j'ai gardé des connexions en fait à Harvard, où j'avais commencé une certification et où je me suis arrêté au 5e projet sur 8. Je discute en fait avec ces personnes et j'entretiens mon réseau là-dedans. Et de temps en temps, j'essaye de passer quelques appels téléphoniques pour créer des connexions avec des gens sur Twitter que je connais pas forcément. Parce qu'en fait, sur Twitter, c'est une base de données, de contacts, où tu as vraiment des mecs qui ont des pseudos éclatés au sol, mais qui ont un portefeuille de contacts, de réseaux et de relations qui est juste oufissime, tu vois. Et Mhm. donc voilà, je passe la journée à faire ça, et après, même si ça semble un petit peu tout déconnecté, tout est très organisé. J'ai une assistante de direction qui s'appelle Zoé, qui s'occupe de tout répondre au niveau des messages, etc., pour tout organiser mes journées. Et tout est filtré par elle, sur les appels, sur les échanges, etc. Et c'est ce qu'on disait en rigolant tous les deux. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à savoir. C'est parce qu'il y a eu des petits problèmes sur l'organisation. Mais ouais, tout est organisé, même mes heures de repas, les heures de repas, les heures de sport, ou quand je veux faire du divertissement, il y a des créneaux qui sont prévus. Et bien évidemment, si j'ai envie de sortir du jour au lendemain et de m'écarter d'un créneau, ben je peux le faire parce que je sais que c'est prévu. Voilà un peu. Ok, top. Et tu fais du coup une bonne transition. Tu as parlé de Twitter, de certaines personnes qui ont des connexions énormes. Ouais. C'est quoi ton histoire avec Twitter et qu'est-ce que ça t'a apporté? Waouh.
Attends, je vais aller vérifier parce que moi sur Twitter, je crois que je suis un des vieux de la vieille sur la plateforme. Je crois que j'étais quasiment tout au début quand ils faisaient appel à certaines personnes pour pouvoir faire de la transcription de l'anglais vers le français. Mais j'avais pas ce compte Twitter qui est renommé Major AGV. J'en avais un autre que j'arrive pas à retrouver. Et moi, je suis arrivé sur Twitter au début, c'était en mode un peu défouloir. Un jour, il faudra que je pense, j'embauche quelqu'un qui fasse le nettoyage, comme sur Facebook, parce qu'il y a des sacrées perles qui un jour ressortiront. Hein. De toute façon, on connaît Internet, mais très certainement. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que je devais avoir des personnes qui m'écrivaient au tout début en mode ça lâche de la haine sur telle ou telle chose, tel ou tel sujet. Et en fait, derrière, attends juste une seconde parce que il y a quelqu'un qui est dans la pièce. C'est ok, c'est bon. Ça a l'air d'être bon ou pas? C'est bon, très bien, merci. Voilà. En fait, j'étais sur Twitter et au début, je lâchais des grosses dingueries, un peu comme tout le monde, et j'étais loin encore de me douter de ce que ça allait devenir. Et en fait, ça me servait principalement de défouloir à l'époque, et je l'utilisais pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire faire des tweets en donnant de la valeur, etc. Parce qu'il y a eu toute cette créateur économie qui est arrivée depuis quelques années, là, depuis 4 ans, où je vois que ça commence vraiment à devenir la norme un peu sur Twitter, et c'est tant mieux. Et là, si tu vraiment te mets à l'utiliser correctement, ça peut être tout juste fou. Et il y a vraiment des opportunités qui se créent à chaque début de démarrage de plateformes de réseaux sociaux. C'est le cas notamment avec Threads de notre ami Instagram, qui est sorti récemment. C'est le meilleur moment pour vous bâtir une communauté sur un nouveau réseau. Je ne pense pas vraiment que ça fasse la même chose que ce que ça avait fait avec Clubhouse, mais on peut toujours imaginer que ce soit une sorte d'énième Clubhouse qui tombe dans l'oubli parce qu'aujourd'hui on n'en entend plus parler. Ouais. Donc voilà, parce que Musk derrière veut vraiment faire un truc fou avec Twitter, même si ça paye pas de mine pour le moment. Je pense que quand on aura le prochain bull run qui va démarrer, ça va frapper très fort avec Twitter. Ouais, je te rejoins à 100%. Déjà, Twitter, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont peut-être suivi ou qui ont l'idée de ce que veut faire Elon avec Twitter, mais pour moi, ça va devenir énorme. Et j'ai fait un thread là il y a quelques jours sur justement Threads et en gros Twitter versus Threads. Et en fait, c'est que du positif dans le sens où il y a une énorme vague de personnes qui est en train d'être converties au format Twitter, c'est-à-dire au format écrit, alors qu'à la base, elles étaient en train de scroller sur des vidéos et des réels Instagram. Là, il y a les influenceurs qu'ils adorent qui sont en train de leur dire allez sur Threads. Les personnes vont commencer à lire des threads et s'habituer à ce type de contenu. Premièrement, si Threads s'effondre, toutes ces personnes-là, elles vont se rediriger vers Twitter. Ça fait que ça va être gagnant pour ce Twitter. Mais si Threads continue, si tu es là dès le début, eh ben, tu peux te régaler parce que tu étais là au début de la plateforme. Tu as un truc aussi où moi, je me suis simplement inscrit sur Threads et j'ai posté un tweet, un émoticône. Et en fait, il y a déjà des personnes, comme tu es connecté à Instagram, je me rends compte que tu as des personnes qui sont plus ou moins grosses sur Instagram, qui sont en train de venir sur Threads et ça va faire un melting pot de tout dans le sens où Twitter et Instagram, c'est quand même très loin. Et pour aller d'une plateforme à l'autre, c'est quand même ultra complexe. Alors que là, tu as Threads qui est en train de faire le pont entre les deux. Et je pense que ça va connecter des influenceurs ou en tout cas des créateurs de contenu d'Instagram avec les créateurs de contenu de Twitter qui vont se retrouver sur Threads et ça va faire des connexions et je pense que ça va être énorme. Donc, je te rejoins à 100% sur les possibilités de Threads et qu'il faut se lancer dès maintenant, quoi. Surtout si t'es sur Twitter et que tu as déjà du contenu écrit, bah, poste-le sur Threads, quoi. Bah, surtout qu'ils ont appris chez toi à le scraper et à l'envoyer déjà. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, ouais. Non, moi, la question par rapport à Twitter, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, du coup? Ben là, actuellement, j'ai eu une très grosse phase d'ascension sur Twitter où j'ai fait beaucoup de contenu pendant 90 jours. Les résultats ont été en rendez-vous en termes d'abonnés, mais pas en termes de vente, parce que
Comme tu l'as dit, moi j'ai un problème, c'est que je suis présent sur beaucoup de domaines et c'est un peu difficile de te définir quand tu es entrepreneur dans un simple sujet et que l'offre qu'il y avait en face, elle n'était pas totalement claire à 100%. Donc là, on a tenté de faire des choses. En fait, on fait de l'itération depuis 5 ans pour essayer de trouver le vrai angle. Parce qu'une fois que tu es rentré dans une case, les gens te mettent dans une case. Et ça, c'est un peu chiant. Toi, si demain, toi, tu te mets à faire de l'IA, les gens, ils vont jamais te prendre au sérieux. Enfin, je veux dire, attention, ils vont pas te prendre au sérieux comme si tu étais un expert dans ce domaine spécifiquement, tu vois. Alors que moi, mon domaine, c'est l'émergence technologique. C'est comment toutes les technologies que les gens utilisent maintenant peuvent avoir un impact significatif dans les prochaines années pour faire du business avec. Euh, voilà, aujourd'hui, moi, j'utilise Twitter comme levier de communication et de notoriété pour ma boîte principale qui s'appelle No Limit. Mais à terme, quand No Limit pourra très certainement avancer aussi de manière autonome de son côté, moi, je continuerai de travailler mon personal branding et surtout, et ce que personne ne voit, c'est que je prépare mon Twitter et mes autres réseaux sociaux pour le prochain bull run. De cette façon, en fait, moi, j'ai toujours prévenu que le jour où je me mets à faire de l'affiliation ou que je me mets à faire de la publicité sur mon propre réseau social, au minimum, je prends 20 000. Pourquoi ? Parce que mon audience, c'est des entrepreneurs, c'est des mecs, comme on l'a dit, c'est des scientifiques, c'est des gros monstres dans le domaine, et je me fous de savoir que certains qui ont peut-être 50 ou 60 000 personnes demandent 3 500 pour un poste. On n'a pas la même audience, je le sais, même en interne à la communauté, je le sais aussi, et je l'ai toujours dit que vu qu'on a toujours été laissé sous silence, c'est une sorte aussi de revanche indirecte qui permettra de dire, voilà les gars, c'est 20 000 et puis si vous voulez bosser avec nous, c'est plus. Mais voilà, on n'y est pas encore. C'est juste que je prépare le terrain pour le prochain bull run aussi. Ok, magnifique. Et du coup, comme ta boîte, en tout cas, s'appelle No Limit, toi, c'est quoi Ouais. ta limite? Dans le sens où c'est quoi ton boss final? C'est quoi l'objectif final de Major? Moi, je veux juste que à la seconde où je finis d'avoir mon dernier souffle sur Terre, j'ai pu donner une extension de vie supplémentaire aux gens qui m'ont accompagné. Dans le sens, en Suisse, là, je peux pas forcément tout mentionner sur des podcasts, mais je suis dans pas mal de groupes qui visent à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et mon but ultime, quand tout sera prêt, parce que c'est encore trop tôt, et à chaque fois je suis en avance sur les marchés, et vu que je suis pas forcément très doué en marketing, on n'arrive pas à commercialiser les offres, on le fait pas forcément correctement, c'est que le moment venu, les gens se disent putain, il avait encore tout prévu, et on avait déjà préparé le terrain sur X ou Y chose, tu vois. Donc ça serait vraiment de me dire la limite, c'est on a réussi de faire passer les gens en très bonne santé de 60-70 ans, de 60 à 70 ans à 100 ans en bonne santé, sans dégénérescence psychologique, moléculaire ou avec des cancers ou d'autres choses. Magnifique comme projet. Pas du tout égoïste, donc magnifique. Et du coup, Après, le côté égoïste à titre perso, parce que après, je suis pas qu'en mode philanthrope, mais le côté égoïste, c'est d'arriver à créer une sorte de cerveau dématérialisé de toute la base de connaissances que j'ai emmagasinée, ce que j'ai déjà commencé de faire pour que si un jour je disparais prématurément, il y a une sauvegarde et les gens qui seront avertis naturellement parce que tu peux mettre des choses en place si ça devait arriver, reçoivent cette sauvegarde de ton toit numérique qui est déjà existante, qui te permet en fait de discuter avec toi-même alors que tu es décédé, tu vois. Et ils ont accès à toutes tes connaissances emmagasinées, pas à tout, mais à peut-être 20% de ce que tu pourrais laisser, tu vois. C'est magnifique parce que ça rejoint une vague idée que j'avais eue. C'était et ça pourrait en fait être utilisé de la même façon. C'est que c'était en gros utiliser le process de la théorie de time capsule, où en gros tu as voyage dans le Ah, temps et comme Terre Nova. de l'utiliser dans le sens où tu envoies un message. Typiquement moi, j'ai un enfant dans 2 ans. Je serai pas Ok. là quand il aura 70 ans. Je serai pas là quand il aura 60 ans. Je serai pas là quand il aura 50 ans. Tu vois, c'est une des grosses probabilités. Je me disais toujours, si tu arrives à envoyer un message à cette personne, tu vois, tu l'écris aujourd'hui parce que tu as 50 ans et tu lui dis, bah voilà toutes mes connaissances que j'ai appris à 50 ans et toutes les choses que j'aimerais te dire le jour où tu atteins cet âge-là. Et tu l'envoies dans le futur à ton fils qui aura 50 ans.
Et je me suis toujours dit qu'il y a tellement de personnes qui disent ça, cette phrase. Je rêverais d'avoir les conseils de telle personne. Tu vois, mon grand-père est décédé, j'adorerais avoir ses conseils aujourd'hui. Il est plus là, j'ai 30 ans, j'ai besoin de lui, tu vois. Et ce que tu es en train de dire, ça rejoint exactement en fait cette idée, dans le sens où, alors, toi peut-être à d'autres fins, mais moi c'était l'idée que j'avais de ça, où tu pourras interroger, même si ça paraît glauque, je m'en fous parce que moi je l'utiliserais personnellement, mais d'interroger cette personne à qui qui était pas ton confident, mais une personne à qui tu avais besoin de demander des conseils et des directions dans ta vie, quoi. Ouais, je vois une sorte comment on appelle ça, pas d'amis imaginaires, mais de une personnalité qui pourrait te suivre à différents moments de ta vie, comme agir comme un mentor, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'avait commencé le projet Terre Noah. Je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, il y a eu beaucoup de directions qui ont été prises en crypto-monnaie. Terre Noah avait commencé de faire une capsule temporelle. Tu regarderas, ça s'appelle Ternoa, Terre Noah. Et ils avaient commencé de créer des capsules temporelles pour pouvoir faire ce genre de choses. Ah, apparemment, je vais devoir te laisser dans 10 minutes. Ouais, pas de souci. J'ai eu un petit panneau marqué comme ça dans 10 minutes. Eh ben, écoute, avant la fin de ces 10 minutes, il y a une chose, donne-moi 5 choses que je dois changer dans ma vie, très simplement pour vivre plus longtemps. Alimentation, données. Donc l'alimentation, de faire gaffe à ce qu'on bouffe. La viande 2 à 3 fois par semaine, ok. Enfin 1 à 2 fois par semaine, c'est ok. Tous les jours, c'est pas bon. Le poulet, tu peux, par contre, ça peut aller. Ensuite, le deuxième, c'est de récupérer un maximum de données sur toi. Parce qu'en fait, ce que prépare Apple est juste démentiel par rapport à ça. Et on le sait parce qu'on a des gars chez nous qui sont chez eux. Et en fait, Apple, dans le domaine de la santé, va vraiment venir tout casser, comme ils l'ont fait avec Apple Vision. Ensuite, en troisième, le sport régulièrement tous les jours, ou au minimum 30 minutes de marche tous les jours. Déjà ça. Et ensuite, en deuxième, d'être dans un cadre de vie qui n'est pas stressant. Parce que, tu vois, c'est des choses pour l'instant qui sont toutes gratuites, hein, tout ce que j'ai dit. Et c'est ça qu'il faut regarder en tête, c'est que au minimum, il faut 30 minutes de sport par jour, mais tu peux le faire chez toi, tu peux le faire en marchant. Et si t'arrives à faire plus, c'est encore mieux. Moi, organiquement, on a vu, j'ai 29 ans, mais mon corps, il en a 21 sur les derniers scans qu'on a fait, les derniers prélèvements. Donc voilà. Et ensuite, quatrième et cinquième chose, j'ai dit les données, j'ai dit le sport, j'ai dit le quatrième, c'est l'environnement. Donc sortir des environnements qui sont trop horribles pour ton propre subconscient. Parce qu'en fait, même si toi tu sens que t'es bien dans une ville où il y a tout le temps du bruit, que ça bouge dans tous les sens, ton corps il emmagasine beaucoup d'informations qui sont néfastes pour lui sur le long terme et que tu ne vois pas forcément, comme le bruit. Si tous les jours, par exemple, tu travailles la fenêtre ouverte et que tu entends des voitures qui passent, ça a été prouvé récemment par une étude scientifique basée à Genève, sur une équipe de scientifiques basée à Genève. Ils ont posté ça sur la RTS, qui disent que d'entendre les voitures tous les jours, sur le long terme, ça peut te créer des problèmes psychologiques et des dégénérescences. Donc voilà. Et enfin, le cinquième, fumer, boire, ciao. Fumer, boire, c'est ciao. Moi, ça fait des années que je n'ai jamais touché à l'alcool et j'ai jamais touché à la cigarette ou encore à la drogue, tu vois. Et voilà, c'est ces 5 choses vraiment que je mettrais qui sont toutes gratuites et en plus qui te permettent de faire des économies. Mais encore une fois, je suis personne pour donner des conseils ou quoi. Je parle selon juste mon point de vue pour augmenter la durée de vie de tout à chacun. Magnifique. Eh ben, c'est noté. Je commence dès aujourd'hui. Et le sixième, qui est un bonus, si tu as de l'argent et qu'un jour tu as une très grosse merde, il faut pas oublier, imaginons tu as quelqu'un de ta famille qui se retrouve dans une situation inconfortable, il y a toujours des situations très inconfortables et il y a toujours des solutions en face, même quand on parle de quelque chose comme le cancer, comme on l'avait vu. Ce qui va vraiment faire la différence demain, c'est la communication. Ça veut dire que les gens connaissent bien évidemment des solutions pour ça, mais ne le communiquent pas sous peine d'avoir des problèmes. Et en deuxième, c'est l'argent.
parce que en Suisse, tu as beaucoup de solutions à plein de problèmes, mais il faut sortir un petit billet. Et dans certains cas, en tout cas, tu peux, quand c'est pas possible d'atteindre tel objectif, tu as quand même la capacité d'augmenter un petit peu ta durée de vie sur une échelle de temps qui est un peu prolongée. Si jamais tu étais condamné, hein, tu peux, par exemple, je sais pas, gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, ou alors, comme on le disait au début du podcast, d'avoir accès à des outils qui sont expérimentaux, qui peuvent te donner des chances potentielles de succès. Mais comme d'habitude, c'était sur un certain type de personnes qui avaient un certain âge, qui avaient un certain type de conditions physiques. Il est évident que ça ne marche pas tout le temps pour tout le monde. Il faut remettre ça en contexte, mais que à l'échelle de l'humanité, c'est déjà une prouesse qu'il faut considérer. Ok, écoute, merci beaucoup Anthony aka Major. On peut te retrouver sur Twitter, major-AGV, sur ton site qui est anthony-gonnet avec 2net.com. C'est ça? Est-ce qu'il y a autre part où on peut te contacter ou voir ce que tu fais? Ouais, sur tout Instagram, etc. C'est toujours Major AGV ou Anthony Gonnet Vanteport. Et le site Anthony Gonnet Vanteport, faut vraiment que je le remette à jour parce que il est claqué au sol maintenant. Il y a plein de problèmes à l'intérieur, etc. Quelqu'un qui fait du SEO dans votre communauté, qui voudrait scanner mes sites, je pense qu'il se tire une balle. Que ce soit No Limit ou que ce soit Anthony Gonnet, ça fait des années qu'on n'a pas travaillé le SEO sur ces sites par manque de liquidité. Mais si un jour il y a un gars qui veut travailler, je sais pas, se faire une expérience et dire j'ai eu Major comme client, tu sais, ça arrive, des mecs qui veulent proposer gratos leurs compétences pour nous avoir en mode portfolio. Les mecs, si tant est que vous êtes jusqu'au fond de cette vidéo, bah contactez-nous sur la boîte mail Hello No Limit et puis on s'occupera de regarder ce qu'il est possible de faire. Nickel. Parfait. Je pense que le message est passé. Merci à toi, Anthony. C'était un vrai plaisir et une bonne surprise comme conversation. Énormément de sujets abordés. C'était assez intéressant. Donc, merci à toi pour ton temps. Et de toute façon, on se contacte très prochainement en privé pour discuter d'autres choses. Ça marche. Merci à toi aussi et merci pour l'interview et pour tous les sujets qu'on a abordés. Je pense qu'on fera aussi un podcast retour de mon côté parce que je l'avais déjà un peu en tête, mais j'ai eu manqué de temps, donc voilà. Puis pour des shorts et des reels pour toi, ça te fera aussi du contenu. Allez, on fait ça. Allez, bonne journée à toi alors. Ciao. Merci. Ciao.